Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce numéro spécial dont vous en parle. Un magazine exceptionnel qui va se caler sur les pas d'un illustre personnage que l'on ne présente plus, Vincent van Gogh. Nous sommes en mars 1880 et celui qui n'est pas encore peintre va entamer un périple entre Kuhem, près de Mons, en Belgique, là où il réside, jusqu'à Courrières. Pourquoi ? Pour y rencontrer un peintre et poète qu'il admire beaucoup, Jules Breton. Un voyage improbable qui nous est raconté dans cet ouvrage par Bruno Wouters avec Christian Habart. Bruno, bonjour. Bonjour. Comme vous, je marche sur le chemin de Vincent van Gogh, c'est d'ailleurs le titre de votre ouvrage. Qui est Vincent van Gogh à cette époque ? À cette époque, c'est quelqu'un qui cherche sa voie. Il est évangéliste dans le Borinage, c'est-à-dire dans une région minière de Belgique. Il vit au milieu des mineurs qu'il est chargé, il a une mission de les évangéliser. Mais cette mission a tourné court. Il ne supporte pas trop l'écart qu'il y a entre la misère noire des ouvriers, des mineurs, et puis, disons, les pontifiants qui veulent leur apprendre comment il faut vivre, comment il faut être sage, etc. D'accord. Et donc, comme il a beaucoup lu, comme il a beaucoup vu d'œuvres d'art, et comme il commence à crayonner un petit peu, etc., il s'interroge sur sa vie et il décide de quitter le Borinage pour aller jusqu'à Courrières, rencontrer le peintre Jules Breton. Alors avec Christian Habart, vous avez reconstitué ce périple, d'abord en train jusqu'à Valenciennes, Oui. puis à pied jusqu'à Courrières. Oui. Comment et pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette entreprise de redécouverte d'un voyage jusqu'alors finalement très méconnu ? Van Gogh, c'est une figure extraordinaire de l'histoire de la peinture qui est connue dans le monde entier. Et donc le fait qu'on ignore que cette marche du Borinage, du bassin minier belge jusqu'à Courrières a décidé de sa vocation, c'est quand même une histoire extraordinaire. Après, quand on s'aperçoit qu'il marche dans un territoire qui est très très intéressant à découvrir, ça nous a vraiment motivés, quoi, et à se dire non, on ne va pas écrire le livre en quelques semaines ou quelques mois en étant dans un bureau. Non, on va aller sur le terrain, on va essayer de retrouver le trajet, d'être le plus près possible de ce qu'il a accompli. Et puis comme on l'est ici, au bord de la Deule, parce qu'on sait qu'il a suivi la Scarpe puis la Deule jusqu'à Courrières, repasser là où il a marché, repérer ce qu'il a pu voir, et puis regarder ce qu'il y a aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'il a laissé des traces ? On aimerait bien trouver un dessin, par exemple, puisqu'on sait qu'il a échangé des dessins pour manger, pour avoir de la nourriture. Ça paraît quand même assez incroyable, des pauvres dessins. Hélas, les seules traces qu'on ait, ce sont les lettres. Les 3 lettres dans lesquelles il parle de cette marche jusqu'à Courrières et dans lesquelles il décrit un petit peu ce qu'il a vu et surtout ce qu'il a ressenti. Alors d'ailleurs, dans ces lettres, il va évoquer un certain nombre d'événements et de rencontres. Je pense notamment aux tisserands du village d'Anon. Cette correspondance, est-ce qu'elle vous a guidé dans vos recherches ? Ah oui, elle est très importante. Et comme on sait que Van Gogh, c'est quelqu'un qui ne ment jamais, c'est la graphologie qui le dit, on peut se fier à tout ce qu'il écrit dans ses lettres. Et donc on a lu, relu les lettres sur Courrières, relu les autres lettres pour coller le plus possible à ce qu'il a vu, à ce qu'il a ressenti. Et il parle à son frère des merveilleux tisserands qu'il a vus, mais sans les localiser. D'accord. Mais on a réussi à localiser, à savoir que c'est à Anon, et seulement à Anon, dans le hameau du Grand Bray plus précisément, qu'il a pu voir des tisserands encore en activité à cette époque-là. Parce que l'autre intérêt majeur de ce livre, c'est qu'il nous fait redécouvrir la vie telle qu'elle était au moment où Vincent van Gogh a parcouru ses chemins. Comment vous avez réussi à exhumer un petit peu ce passé ? On plonge dans les journaux par exemple, parce qu'il y a énormément de journaux à l'époque, en 1880. On regarde des cartes postales, des photographies, on consulte toutes les archives disponibles et on s'aperçoit, si je fais une synthèse, que le territoire traversé par Van Gogh en 1880, c'est une région extrêmement active,
avec une quantité de métiers absolument ahurissante, des verriers, des teinturiers, des tanneurs, des artisans, des charpentiers, enfin des agriculteurs, des éleveurs, mais surtout en pleine transformation sous la poussée de l'industrie naissante et notamment bien sûr de l'exploitation du charbon. Ce qui est incroyable, c'est que dans cette vie foisonnante, dans tout ça, lui c'est un homme seul qui cherche sa voie et qui va décider de devenir artiste. Vincent van Gogh veut à tout prix rejoindre Courrières. Il n'a plus d'argent et espère y trouver un peu de travail. Mais il lui reste encore de nombreux kilomètres à parcourir. Vincent van Gogh va, comme nous, dès qu'il le pourra, emprunter les chemins de Halage, de l'Ascar puis de la Deule pour se rendre à Courrières. Pourquoi cet itinéraire? D'abord, c'est le chemin le plus direct. Et comme on sait qu'il est pressé, il passe par là. Sinon, il passe trop de temps. Les chemins vicinaux, c'est beaucoup trop compliqué, les routes aussi. Et ensuite, parce que c'est le chemin de vie, c'est-à-dire c'est là où se trouvent les gens, les personnes, les activités. Et du coup, ce sont aussi les chemins les plus sûrs. D'accord. Il ne va pas aller se perdre dans la campagne seul. Il est là où il y a des gens, où la vie, là où il peut demander son chemin, là où il peut demander de la nourriture, etc. Est-ce qu'on peut dire que ce voyage aussi, c'est en quelque sorte l'homme Van Gogh qui marche vers sa vocation d'artiste peintre? Ah oui, s'il a décidé de marcher, c'est qu'il veut tourner le dos à sa vie d'évangéliste dans le borinage, c'est qu'il veut changer de perspective, d'horizon, et marcher, ça l'aide à réfléchir. Il est sans le sou à ce moment-là de ce voyage. Il dort où? Il a 10 francs en poche, d'après ce qu'il dit à son frère. Après, il donne des dessins en échange de nourriture. Comment est-ce qu'il est hébergé? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que 3 fois, il dort à la Belle Étoile ou presque, c'est-à-dire une fois dans une meule de foin, au creux d'une meule de foin, une autre fois dans une carriole abandonnée, et une 3e fois, dit-il, dans un fossé. C'est dire les conditions spartiates, très difficiles dans lesquelles il a voyagé. Nous sommes à Courrières, l'étape ultime du voyage initiatique de Vincent van Gogh. Ici, il va enfin pouvoir rencontrer celui pour lequel il a fait tant de kilomètres, Jules Breton. Que découvre-t-il à son arrivée à Courrières? Il arrive dans une commune qui est en pleine transformation, en fait, parce que il y a un bourg, le centre du bourg ancien, bien sûr, marqué par l'activité rurale, autrefois la culture du lin, etc. Une activité de commerçants, d'artisans. Mais c'est un lieu en pleine transformation parce que c'est l'exploitation minière qui a commencé. Donc je crois que dans les rues, dès qu'il arrive, il voit des mineurs qui reviennent du travail, qui partent au travail. C'est ce qu'il voit. Après, l'élément principal à Courrières pour lui, à mon avis, le repère, c'est l'église. D'accord. Il sait que Jules Breton habite pas loin de l'église, il voit le grand clocher qui s'élève et il se dirige, à mon avis, vers cette église et puis il va demander son chemin aux premières personnes qu'il trouve. Est-ce qu'il n'est pas un peu déçu de trouver ce qu'il y trouve? Il est désarçonné à mon avis parce qu'il pense que Courrières ça ressemble à Barbizon, c'est-à-dire un bourg rural où un peintre s'est installé parce qu'il y a des beaux paysages, il y a les activités des paysans, etc. Et puis il se retrouve dans un bourg très industrieux, quoi. Ouais. En plus, pas de chance, il doit affronter un très mauvais temps, donc il se retrouve à Courrières. Dans des rues pleines de boue, de poussière, de boue, c'est ce qu'il dit. Il dit il voit beaucoup de mineurs, en habits qu'il trouve un peu, disons un peu sale, pas terrible, et puis couvert de boue, dit-il. Alors combien de temps finalement il va rester ici à Courrières? On aurait bien aimé arriver à le savoir, mais comme il dit 1 semaine de voyage, comme à notre avis il faut 3 jours et 3 jours de marche pour faire tout le parcours, il reste très peu de temps. D'accord. Moi je pense qu'il reste très peu de temps. Il est tellement désappointé, un peu perdu, qu'il va repartir assez vite. Et est-ce qu'on sait les lieux qu'il va justement fréquenter pendant ce court laps de temps? Alors heureusement, il cite quand même quelques lieux, donc il cite l'église, il rentre dans l'église. Il voit même une reproduction d'un tableau ancien qu'il trouve assez réussi. Et puis après, il sort de l'église. On sait qu'il dit qu'il va à un moment donné dans un café, le Café des Beaux-Arts. Oui.
où il voit des fresques consacrées aux aventures de Don Quichotte. Ce sont des fresques qui lui plaisent pas beaucoup, il le dit dans une lettre. Bon. Et puis évidemment, il parle de la maison de Jules Breton, de la maison atelier de Jules Breton. Alors Bruno, on se trouve, donc à droite se trouve l'emplacement de l'ancienne maison de Jules Breton. Oui. Et Vincent Van Gogh ne franchira donc jamais le porche. Non. Il écrit à son frère qu'il trouve cette maison, il a trouvé cette maison trop imposante, trop rébarbative. Elle lui fait penser à la maison d'un oncle qu'il a en Hollande et d'un oncle qu'il ne semble pas trop apprécier. Oui, c'est trop pesant pour lui. Il n'ose pas franchir ou il ne veut pas franchir le pas de cette maison, qui était très grande. Hein. On a un seul document photo, mais c'est effectivement une maison imposante, très imposante. Et en plus, il se fait une petite erreur parce que l'atelier de Jules Breton n'était pas dans sa maison. Non, non. Il croit que c'est là, mais en réalité, c'est un peu plus loin dans la rue. Dans la rue se trouve la grande brasserie familiale de la famille Breton. Et l'oncle de Jules Breton lui a construit un atelier au centre de cette brasserie. Donc voilà, de toute façon, Jules Breton l'atelier n'était pas là. On peut penser que c'est une fuite, mais non, en fait, il va continuer d'avoir Jules Breton dans la tête. Encore plus, comme un rêve peut-être pour l'instant inaccessible, mais comme un rêve. Il va y penser pendant tout le chemin du retour. Donc le fait de ne pas avoir vu Jules Breton a peut-être encore attisé un peu plus son envie de devenir artiste. Il écrira ainsi dans une lettre à son frère Théo: « J'ai vu Courrières, j'ai retrouvé mon énergie, tout a changé pour moi. » Son destin pouvait alors s'accomplir. Retrouvez On vous en parle en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.